Bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous allons étudier un petit peu quelles sont les capacités d'armement des belligérants. Et bien sûr, on me pose beaucoup de questions là-dessus. Je vous ai toujours dit que j'étais pas un spécialiste de la technique de l'armement, mais par contre, j'ai des bons copains qui sont vraiment dedans, dans l'industrie. Et en fait, dans l'utilisation, dans la pratique, etc. Donc en fait, on a monté quelques petits vidéos, tant pour l'aérien que pour sol-air, ou sol-sol. Et en fait, voilà les petites capsules qu'on va vous passer pour votre meilleure compréhension. Alors, bien sûr, ça s'adresse bien sûr à tous les profanes, mais ça s'adresse aussi aux spécialistes, ça s'adresse aussi aux professeurs, aux écoles de guerre, aux étudiants, etc. Et puis à tous ceux qui veulent découvrir un peu ce qui se passe sur la planète. Bon, tout d'abord, je voudrais vous dire une petite chose. Moi, personnellement, je ne crois absolument pas à un conflit nucléaire, mais pas du tout. Et plus tard dans la journée, parce que je suis assez occupé aujourd'hui, j'ai quelque chose de très important, un meeting très important à faire, mais j'ai promis à certains par email de faire quelque chose là-dessus. Je suis absolument contre foutre la trouble aux gens avec un conflit nucléaire. Ça va se passer tout à fait autrement, parce qu'évidemment, comprenez bien une chose, c'est qu'évidemment, c'est la peur. On a eu Nagasaki, hein, on a eu Hiroshima. Alors évidemment, on dit les Américains ont été les seuls à bousiller des centaines de milliers de personnes avec des bombes atomiques. Voilà. Et en fait, c'est pas de la bombe atomique, c'est du nucléaire. Donc, on n'y va pas. C'est une façon de montrer les muscles et ça va être, c'est une partie d'échec. On est dans une partie d'échec. Il va falloir qu'il y en ait un qui cède et on va voir lequel va céder, mais je pense que ça va être l'Occident qui va être obligé de céder de toute façon. Parce que c'est la raison pour laquelle on va faire cette petite capsule sur l'armement, pour vous permettre de comprendre que sur un échiquier, il y a des forces en puissance, il y a des forces qui s'opposent, et en fait, après, c'est de la stratégie, c'est de la technique. Mais vous allez bien saisir, en fait, qu'il ne s'agit pas, en fait, du nombre d'hommes sur le terrain, du nombre de chars, etc. Non, il s'agit de tout à fait autre chose. Et ça, c'est ce que je voudrais vous faire découvrir pas à pas. Voilà, à très bientôt. Et je vous souhaite, bien sûr, un bon visionnage. Alors, vous devez vous souvenir que dans les années 90, lorsque, pendant la pleine hégémonie des États-Unis, de l'hégémonie militaire, les Américains adoraient quelque chose de très très bien en matière de stratégie, lorsqu'ils allaient en Yougoslavie, en Irak, en Afghanistan, etc. Ils se faisaient fort de dire, nous, on est des porcs, parce qu'en fait, on vole au-dessus du terrain et on envoie des frappes chirurgicales. Alors là, c'était leur grand, au Pentagone, c'était les grands chirurgiens de la guerre. Ils tapaient, évidemment, parce qu'ils maîtrisaient l'aérien. Et là, vous allez comprendre en fait que l'aérien, il maîtrise plus rien du tout, puisque les fameux F-16 qui devaient être les game changers, en fait, n'ont servi absolument à rien quand ils sont pas déjà bousillés en miettes au sol. Ils n'arrivent plus à sortir. Parce que, évidemment, écoutez, c'est ça, sur un jeu d'échecs, on compare la force de la technique, de la stratégie et des outils utilisés. Voilà. En août 2025, comme vous le savez, c'est quelques heures, quelques jours, une déclaration du Kremlin a attiré l'attention du monde entier. Donc, la Russie a annoncé officiellement sa nouvelle arme, un missile hypersonique à moyenne portée, l'Oreshnik, que vous connaissez déjà. Ce n'est pas seulement une arme, c'est un symbole, c'est un message adressé aux États-Unis et à l'ensemble de l'alliance de l'OTAN. Car le message est simple, si vous placez des armes stratégiques près de nous, eh bien, nous ferons de même. C'est ce que les analystes appellent un contre-déploiement en matière d'armement et de stratégie militaire. Donc, c'est la réponse du berger à la bergère. Et donc, voici quelques jours, des sous-marins américains à propulsion nucléaire commencent à apparaître donc dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord, dans la mer de Norvège. Et pas n'importe quel sous-marin, mais des géants de la classe Ohio et Columbia, qui sont équipés, bien sûr, de missiles balistiques Idan, D5, et ces missiles ont une portée de plus de 9000 km, 10 000 km. Chacun peut transporter jusqu'à 8 ogives nucléaires Murphy et peut se diriger, en fait, vers ses cibles à plus de Mach 20, soi-disant, hein, en phase terminale. Depuis des positions proches de l'Arctique, ils peuvent donc frapper Moscou, Saint-Pétersbourg et même les bases stratégiques russes en Sibérie. Le tout en moins de 30 minutes. Ça, c'est sur le papier, réellement. Donc pour Washington, cela fait partie d'une stratégie de dissuasion, mais à Moscou, cela est perçu donc comme une provocation directe. Et le président Vladimir Poutine accuse donc les États-Unis, de son côté, de déplacer des armes nucléaires stratégiques jusqu'aux portes de la Russie. Et je jure qu'il y aura une réponse, dit-il. Cette réponse n'est pas de la diplomatie, il s'agit d'un nouveau système d'armes capable de riposter avec une vitesse absolument invraisemblable et mortelle, et son nom, comme vous le savez, c'est l'Oreshnik.
Et donc, voilà pourquoi la Russie a choisi l'Orechnik. Pourquoi pas des missiles de croisière ou les ICBM qu'ils possèdent déjà? La réponse réside dans la vitesse, la flexibilité et surtout le positionnement. Car Orechnik peut être déplacé, caché et lancé depuis presque n'importe où, ou en Biélorussie ou dans l'ouest de la Russie. Et en fait, avec ça, on n'a pas besoin de mer ouverte et contrairement aux missiles intercontinentaux, eh bien, l'Orichnik ne déclenche pas automatiquement les systèmes d'alerte précoces mondiaux, ce qui lui confère un élément de surprise absolument stratégique. La Biélorussie, bien sûr, est la clé, car ce pays bénéficie d'un emplacement privilégié à quelques centaines de kilomètres du cœur de l'OTAN. Et de là, bien sûr, un Orichnik peut rejoindre presque toutes les capitales européennes en quelques minutes. Donc pour Moscou, ce n'est pas seulement une question de portée, il s'agit de montrer que la Russie peut représenter une menace directe dans l'arrière-cour de l'ennemi. Et en l'occurrence, il y a eu une démonstration au mois de novembre, le 24 novembre, il me semble, d'un Orichnik qui a fait trembler la planète entière. L'Orichnik est lancé depuis un lanceur mobile et cela signifie qu'il peut changer d'emplacement rapidement, se cacher dans des forêts ou se déplacer sous le couvert de l'obscurité, évitant ainsi la détection par satellite. Et donc, pour les forces de l'OTAN, eh bien, cela signifie une chose. Le temps de réaction est terriblement court. Même les systèmes de défense les plus avancés comme le Patriot PAC-3, le THAAD ou l'Aegis, eh bien, en fait, n'ont peut-être que quelques minutes pour tenter d'intercepter un Orichnik. Ce qui n'est pas évident, ce qui n'est pas certain, d'après les dernières informations. En termes militaires, en fait, cela s'appelle un contre-déploiement. Et lorsqu'un camp positionne des armes dans un endroit stratégique, l'autre camp répond forcément par un mouvement miroir. Et là, les États-Unis bien, placent des sous-marins nucléaires Trident 2 près de la Russie, et donc la Russie place des Orichnik en Biélorussie, à quelques centaines de kilomètres de la frontière de l'OTAN. Le message du Kremlin est donc clair, nous pouvons assurément vous frapper aussi vite que vous pouvez nous frapper. Donc, voyez-vous, on est sur une partie d'échecs. Et chaque joueur va avancer ses pions, son cavalier, sa tour, on regarde l'arène, où se trouve le roi, comment peut-on le coincer. Bien, ce mouvement donc ne concerne pas seulement maintenant le matériel, il s'agit de signalisation. La Biélorussie est désormais, comme vous le savez, fermement sous l'égide nucléaire russe. Les grandes villes occidentales, donc Berlin, Paris, Londres, Rome, sont toutes éventuellement menacées, avec des délais d'alerte extrêmement courts. Et si une guerre éclate, il y a le temps de vol de quelques minutes d'un Orechnik peut forcer les dirigeants à prendre des décisions précipitées ou même parfois à commettre des erreurs fatales, conduisant à une escalade incontrôlée. C'est ce que l'on pourrait éventuellement imaginer dans un scénario catastrophe, ce que nous ne souhaitons pas. L'Orechnik, donc, a fait ses preuves déjà en novembre 2024 lors d'une frappe contre une installation d'usine en Ukraine. Le missile n'a pas été utilisé avec une ogive nucléaire, non, mais avec une charge utile cinétique, 6 sous-munitions inertes, et le résultat fut que les dégâts physiques ont été limités, mais le message était parfaitement clair et sans équivoque, car la Russie peut atteindre une cible critique en moins de quelques minutes, 4 à 5 minutes après le lancement, selon la distance. Donc, la production en série d'Orechnik maintenant est en cours et le déploiement en Biélorussie devrait être achevé d'ici le mois de novembre 2025, soi-disant. Et d'ici 2026, Orechnik sera pleinement intégré donc à la posture de combat de la Russie. Donc pendant ce temps, bien l'OTAN discute déjà de contre-mesures allant du renforcement des réseaux de défense antimissiles, forcément à la relance du développement de missiles terrestres de moyenne portée. Et l'Orechnik est beaucoup plus qu'un missile, car c'est un symbole que la Russie est prête à utiliser et à présenter à chaque mouvement des États-Unis. Donc, on peut s'attendre à ce que la question soit désormais de savoir si ce contre-déploiement créera un nouvel équilibre des pouvoirs ou bien ouvrira-t-il la porte à une nouvelle ère d'instabilité, rapprochant quelque peu ou plus que jamais l'Europe du bord d'une guerre majeure. Bien, tout cela, en fait, est dans l'esprit des gouvernants et cela va dépendre, en fait, de leurs décisions, de leur façon de jouer, de penser, et puis de mesurer les risques, s'ils savent mesurer les risques. Alors, je tiens à préciser toutefois que ce contenu est créé uniquement à des fins éducatives et informatives. Il vise à fournir des informations basées sur des données absolument vérifiées, des sources crédibles et une analyse minutieuse. Donc, mon objectif est surtout de favoriser une compréhension plus approfondie de la technologie militaire moderne dans l'actualité et non de promouvoir ou d'approuver une quelconque forme de conflit, de propagande ou d'un agenda politique personnel. Moi, je m'oppose strictement à la diffusion de fausses informations ou de canulars.
Chaque information présentée est soigneusement obtenue à partir toujours de références fiables et qui peuvent éventuellement être accessibles au public ou que nous présentons au public. Et nous encourageons donc l'audience à aborder le sujet systématiquement avec un esprit critique et surtout dans le respect de toutes les parties impliquées en mettant toujours l'accent sur le partage des connaissances et la discussion ouverte à tout moment. Donc, méditons bien là-dessus, prenons connaissance de cela, analysons et tenons compte que l'enjeu actuellement dans cette fameuse guerre froide qui s'est installée et qui voudrait, ouais, que l'on voudrait nous faire croire à devenir très chaude, je n'y crois pas comme je vous le disais en préambule, mais en fait, on s'annonce comme dans une période extrêmement trouble qui va surtout faire souffrir les peuples à cause des restrictions, à cause de l'inflation, à cause d'une économie qui est en train de bouger et de se casser la gueule. Ça, c'est une véritable guerre économique qui peut être absolument désastreuse pour de très nombreuses populations. Je tiens à vous dire qu'aux États-Unis, où j'ai deux de mes fils encore qui sont là-bas actuellement, et puis évidemment par les renseignements économiques, la situation est à l'inflation. Et et Trump, avec ses barrières douanières, va faire monter le coût de la vie à nouveau. Bah, évidemment, si vous mettez 15% de plus, il va bien falloir les faire payer aux consommateurs. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée, un bon début de semaine et je vous dis à très bientôt dans la journée. N'oubliez pas surtout de taper sur la cloche. Voilà. Comme ça, vous aurez toutes les infos au fur et à mesure. Merci à vous pour votre attention et pour les partages et pour les pouces en l'air. Voilà. Merci.